Début de transmission, bonjour à tous chers survivants. Aujourd'hui on va parler un peu d'histoire avec le siège de Sarajevo. Certains d'entre vous qui savent lire ont certainement eu l'opportunité de trouver d'anciens bouquins concernant la guerre en Yougoslavie, un événement assez difficile à reconstituer. Ce dont on va parler aujourd'hui c'est le caractère désorganisé qui a pris le conflit, et le reporter et moi on tenait absolument à en parler. Malgré nos nombreuses recherches, la vidéo peut contenir des erreurs, des incertitudes, voire des abus de langage. Pour cette raison, nous limiterons au maximum le sujet sur le siège lui-même. Toutefois, si vous voyez des choses à redire, n'hésitez pas à nous reprendre en commentaire. Cette vidéo sera composée en deux parties. Dans la première, on va parler du contexte afin que vous puissiez mieux comprendre les enjeux de Sarajevo. Et enfin, dans la deuxième partie, nous allons parler du siège de Sarajevo lui-même. Allez mes chers survivants, on va faire un petit tour dans une Europe de l'Est fraîchement sortie de la guerre froide. D'avance, vous m'excuserez pour les fautes de prononciation, mais là on est dans les années 90, et ce que vous voyez là, c'est la Bosnie-Herzégovine. Un des états de Yougoslavie où on y trouve des musulmans bosniaques, des Serbes et des Croates principalement. La Yougoslavie, c'est une république fédérale multinationaliste autrefois dirigée par le dictateur Josip Broz Tito, qui a réunifié le pays lorsqu'il se faisait envahir par les fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce bonhomme s'est donné du mal pour maintenir l'unité dans le pays, et autant vous dire qu'il n'aimait pas trop les nationalistes, qui réclamaient l'indépendance de leur état. Il était assez zélé là-dessus, et ne permettait pas ce genre de débat. Malgré tout, on sait aujourd'hui que beaucoup restent nostalgiques du personnage et de sa politique pour la simple et bonne raison qu'il a maintenu la Yougoslavie unifiée. Sous le régime communiste, le pays était uni, mais à la mort de Tito, plusieurs États ont cherché à réclamer leur indépendance pour prospérer sous de nouvelles lois et se développer. Mais l'histoire nous a souvent appris que le passage à l'indépendance, ça ne se fait pas toujours dans le calme et la paix. Et là, on attaque un gros morceau, les raisons de la guerre. On parlait principalement d'ethnie ou de population, là où la plupart des conflits peuvent être liés à des territoires, des ressources ou des religions. Car en Yougoslavie, les Serbes, les Croates, les Albanais et les autres sont tous relativement mélangés. Dans ce conflit, il faut donc tous les regrouper afin de mieux gérer la situation. C'est du moins le point de vue des indépendantistes. Et attention, quand je dis que c'était essentiellement basé sur l'ethnie et la population, ça veut pas dire que derrière il n'y avait pas des élans territoriaux, religieux ou même de ressources. Mais le problème, c'est que la population est éparpillée et les frontières sont pas adaptées pour ces ethnies. D'ailleurs, on note des cas d'exode massif, comme par exemple les Serbes qui ont dû partir du Kosovo parce qu'ils n'arrivaient pas à cohabiter avec les Albanais. En 1990, certains États se débrouillent pour obtenir leur indépendance. Mais Slobodan Milosevic n'aime pas trop ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas l'éclatement de la Yougoslavie, mais la supériorité des Serbes en son sein. Milosevic, c'est le président de la Serbie. Il a réussi à consolider toute la partie est de la Yougoslavie. Donc la Serbie, le Kosovo et la Voïvodine qui fait aujourd'hui partie de la Serbie. Et pas sans violence parce qu'il a anticonstitutionnellement réprimandé des manifestations albanaises au Kosovo par exemple. Oui, j'ai réussi à caser ce mot et j'en suis très fier. Donc, quand la Croatie et la Slovénie essaient d'avoir leur indépendance, Milo est pas trop d'accord. Donc, il envoie l'armée yougoslave donner une leçon aux Croates, indirectement, notamment grâce à son ami Boris Saviovic qui est représentant au gouvernement fédéral. Malgré cette tentative, ce début de conflit n'empêche pas la Slovénie et la Croatie d'obtenir leur indépendance, car ceux-là sont soutenus par certains pays européens. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore une toute petite partie de la Yougoslavie qui veut son indépendance. La Bosnie-Herzégovine, dirigée à l'époque par Alija Izetbegovic. À ce stade, Milosevic ne compte pas empêcher la Bosnie d'avoir son indépendance. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais il va quand même essayer de réunifier la population serbe. Et ouais, parce qu'il y a une grande population serbe en Bosnie. Mais le problème, c'est qu'elle est éclatée dans tout le territoire, donc c'est un vrai fiasco de regrouper tout le monde. Le truc dans cette guerre, c'est l'épuration ethnique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce principe, je vous la fais courte. En gros, ça consiste à diviser les populations en fonction de leurs origines. Alors attention, on ne parle pas nécessairement d'extermination lorsqu'il s'agit d'épuration ethnique. Là, l'objectif, c'est de déplacer certaines ethnies d'une manière ou d'une autre, alors ça peut être la manière forte, afin de n'avoir qu'une certaine ethnie dans un lieu. Ça s'étend aussi aux lieux, donc on se débarrasse de l'héritage culturel et religieux, donc lieux de culte, monuments ou histoire. Et c'est à ce moment-là que commence le siège de Sarajevo, la capitale de Bosnie-Herzégovine. Dis-moi, reporter, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le siège de Sarajevo ? Le siège aurait duré plus de 3 ans et demi, c'est colossal, c'est l'un des plus longs et meurtriers de l'histoire de l'Europe. Même la Seconde Guerre mondiale ne recense pas de siège aussi long. On compte 1425 jours contre 872 jours pour le siège le plus long de la Seconde Guerre, celui de Leningrad. Imaginez qu'une armée se tienne devant votre résidence avec des chars et des soldats qui tentent de vous déloger et que vous tenez pendant 3 ans et demi avant que ça prenne fin. 1992. La République serbe de Bosnie entre en action. Elle est dirigée par Radovan Karadzic,
Au passage, le type hérite du joyeux surnom de boucher des Balkans, donc c'est à noter, et donc elle est essentiellement composée de voyous, de repris de justice ou d'extrémistes. Il ne constitue pas une armée régulière, mais ça arrange Milosevic qui va exploiter cette milice pour maîtriser l'épuration ethnique des musulmans bosniaques en Bosnie-Herzégovine. Faut savoir que c'est pas bien difficile de s'improviser milicien, car la plupart des Yougoslaves ont fait un service militaire et sont parfois en possession d'au moins un vieil uniforme et une arme. Le lendemain de la déclaration d'indépendance, les bombes commencent déjà à tomber et la ville de Sarajevo subit un blocus qui empêche les ravitaillements en eau, en nourriture et en électricité. Hey! Foutu générateur. Bref, l'ONU envoie plus de 38 000 hommes pour protéger les civils, faire respecter certaines zones interdites, acheminer de l'aide humanitaire, mais surtout assurer le fonctionnement de l'aéroport de Sarajevo. Cependant, ils sont surtout là pour aider l'ensemble du pays. Sarajevo reste globalement plongé dans le chaos. C'est cette année que démarre le siège de Sarajevo, le 5 avril. L'armée de la République serbe de Bosnie encercle la ville en plaçant son artillerie sur les collines alentours. Ils sont bien équipés par rapport aux Bosniaques, mais sensiblement inférieurs en nombre. Donc leur stratégie est d'entretenir le blocus pour empêcher le ravitaillement de Sarajevo en vivres et de bombarder tous les points dans lesquels pourraient se trouver des Bosniaques. En 1993, dans la ville de Srebrenica, le général Philippe Morillon prend le risque d'outrepasser son mandat et annonce à la population qu'il va rester pour protéger la ville et faire de celle-ci une zone sécurisée par l'ONU. Un message qui a redonné de l'espoir aux Bosniens et qui a retardé l'arrivée des Serbes. Morillon part à la rencontre de Milosevic et de Ratko Mladic. Vous allez pas me croire, mais devinez quel est son surnom à celui-là? Oui, je vous le donne en mille, et oui, c'est aussi un boucher des Balkans. C'est fou, une vraie entreprise. L'idée étant de ne pas envahir Srebrenica parce que cela aurait de graves répercussions et que la communauté internationale ne leur pardonnera jamais. Malheureusement, Morillon est destitué de son commandement, mais Srebrenica restera une zone sécurisée pendant encore 2 ans après son départ. 1994. Dans le marché de Marcal, 2 obus explosent causant exclusivement des pertes civiles. Cet acte cruel est controversé puisque la provenance de ces obus n'a jamais été confirmée officiellement. Donc cet acte cruel pousse les Américains à imposer un ultimatum aux Serbes et leur demande de retirer leur artillerie sous peine de se faire bombarder par l'OTAN. Naređenje je došlo od Ratka Adžića da sve kuće trebaju popaliti, sve stanovništvo pobiti ili protjerati. I da to će biti Srpska republika, pripada će Rajlovcu i Liđi. I mi smo tamo došli, naša jedinica, i išli smo, palili smo, pljačkali i ubijali. 1995, malgré les avertissements de Morillon, Mladic fait tuer plus de 8000 hommes et adolescents désarmés à Srebrenica. Suite à ces événements, cet agréable personnage qu'est Mladic est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, tout comme Karadzic et Milosevic. Et pendant ce temps, l'ONU fait au mieux pour envoyer des rationnements à Sarajevo, plutôt bienvenu quand les caisses tombent pas dans un fleuve, et malgré toute sa bonne volonté, l'ONU n'a pas vraiment été d'une aide significative pendant la guerre. Notamment à cause des restrictions de la communauté internationale, et il faut les comprendre, ces raisons sont logiques. Et ouais, on sort tout juste de la guerre froide, on n'a pas envie de se mêler des problèmes d'ethnie des autres pays, surtout s'il n'y a pas de ressources à tirer du sol. C'est vrai, pas question d'aider les autres s'il n'y a pas un petit baril d'essence à la clé. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Puis, un nouvel attentat sur Sarajevo, toujours au marché de Marcal, pousse l'OTAN à réagir. Il bombarde les Serbes pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit instauré, laissant place aux négociations d'un accord de paix entre les présidents de la Croatie, de la Bosnie et de la Serbie. Ce sont les accords Dayton qui mettront fin au siège de Sarajevo et finalement à la guerre en Bosnie. Et c'est la fin de cette première partie sur le siège de Sarajevo. Juste ici, vous trouverez un lien vers la deuxième vidéo qui sortira une semaine après celle-ci. C'est l'occasion de parler un peu d'histoire avec des événements qu'on trouve intéressants. On espère que le sujet vous plaît et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Fin de transmission. Alors reporter, ici chroniqueur, est-ce que t'as essayé de me dire un truc? Terminé. Chroniqueur, ici reporter. Non, j'ai rien dit, et au passage, je trouve la tour radio nulle part sur la carte. Tu devrais revenir à la planque avec le groupe, ce sera plus simple pour bosser. Terminé. Ouais, mais tu comprends, j'ai du boulot avec les scripts, manger, me couper les ongles de pied. Enfin bref, j'ai encore beaucoup de trucs à finir ici, mais promis, dès que j'ai fini, je reviens à la planque, ok? Bon allez,
Reporter, on se recontacte pour la suite, pour la partie 2. Allez, salut!